Monsieur Villani, cher public, bonsoir. Nous sommes actuellement en l'an 3 après Emmanuel Macron. Toute la Macronie est unifiée et soudée au sein de la République en marche. Toute? Non. Car un irréductible mathématicien médaillé Fields résiste encore et toujours aux règles de désignation des candidats aux municipales. Et la vie n'est pas facile pour le candidat officiellement désigné, un certain BG, et je parle bien sûr de ses initiales, qui doit faire face à la rude concurrence d'un certain CV, et je parle ici de vous, monsieur Villani. Mais trêve de plaisanterie. Nous connaissons tous des histoires. Il y a celles qui nous ont fait rêver, celles que l'on lisait en bande dessinée, celles que l'on racontait, celles qui nous ont fait grandir et celles que l'on inventait. Mais ce soir, mesdames et messieurs, c'est une histoire bel et bien réelle que j'ai envie de vous conter. En première de couverture, un homme atypique, polémique, défrayeur de chroniques. Un homme qui n'a pas souhaité que son parcours, aussi bien mathématique que politique, soit qualifié de basique. Cette histoire, mesdames et messieurs, c'est celle de Cédric Villani, ce grand mathématicien contemporain, aux tenues intemporelles. On a beau lui prêter une maladroite spontanéité aux premiers abords, les mots perdent fort durant ses performances. Si la parole est d'argent, monsieur Villani, vos mots sont d'or, d'ores et déjà reconnus pour leurs caractéristiques pédagogiques. Et il faudra néanmoins attendre mars 2020 pour savoir s'il en va de même en politique. Récemment victime d'autisme, oui mais certainement avec un grand H, vous résistez aux rumeurs défaitistes de vos adversaires sans panache. Mais avant de crier victoire sans savoir ni déboire, retournons sans plus attendre au début de l'histoire. Le commencement ne disait pourtant rien de votre destin si dissident. Malgré les dires scientifiques que l'on dit sidence, vos parents, des littéraires à qui les mathématiques n'ont pas vraiment l'air de plaire, décident qu'un plus un font 3 en vous concevant. C'est ainsi qu'en 1973, au fin fond de la Corrèze, naquit le petit Villani, certainement déjà révolté face à une telle ineptie. Vous grandissez dans une famille plutôt privilégiée. Vous choisissez cependant de rester loin des cours d'école et des jouets. En effet, isolés dès le plus jeune âge, vos notes d'école et vous déjouez, les plus grandes colle mathématiques alors que les problèmes de vos camarades vous semblent désuets. Vos parents vous obligent néanmoins à pratiquer un sport et un instrument de musique. C'est équitable. Et c'est sans surprise, monsieur Villani, que je n'ai pas tiqué quand j'ai appris que votre choix s'est tourné vers le piano et le tennis de table, deux domaines dans lesquels vous avez encore une fois réussi à exceller. Après avoir obtenu la meilleure note de l'académie au baccalauréat, on vous retrouve sans surprise à Louis-le-Grand sur les bancs de la classe prépa. Quoi de plus normal, après avoir passé tant d'années dans les livres, que d'intégrer l'école normale, de découvrir la sociabilité et de finir ivre... Attendez, il semble y avoir une erreur dans l'équation. Vérifions les hypothèses. Soit Cédric Villani, un être humain plutôt dans le monde mal à son aise, à la sociabilité à peine abordée, soit les études supérieures, moment de la vie où tous les vices sont apportés, où rien ne semble important. Montrons que la sobriété de Cédric Villani s'arrête rue d'Ulm et vérifiez. Car en effet, monsieur Villani, si vous passez votre enfance en solitaire, votre entrée à l'ENS, c'est bel et bien le début d'une nouvelle ère. Le petit Villani devient le grand Villani. Et vous troquez en trinquant dans un troquet votre trac et votre timidité étriquée. Vous irez même, preuve que vous ne faites pas les choses à moitié, jusqu'à devenir président du bureau des élèves. Cependant, si le petit Cédric a pris de la graine, il n'est pas prêt de se planter. Hors de question pour vous que vos études soient vaines. Les paresseux peuvent bien aller se rhabiller. C'est d'ailleurs ce que vous aussi, vous allez faire, à votre entrée dans cette nouvelle période révolutionnaire, laissant de côté votre t-shirt de Marsu Villani pour une broche araignée et une lavalière que vous arborez encore fièrement aujourd'hui. Voici ainsi ancrée la première page de l'ouvrage d'une volonté, celle de comprendre plus que de surprendre, mais surtout pas de se méprendre. Les premiers succès ne se font d'ailleurs pas attendre. En 1994, vous êtes reçu comme professeur agrégé. En 1998, vous devenez doctorant. En 2000, habilité à diriger des recherches, vous entrez dans la cour des grands. En 2000 et 2003, le temps passant, vous donnez naissance à 2 petits-enfants. En 2009, du grand Institut Poincaré, vous êtes nommé président. En 2010, tous ces efforts finissent enfin couronnés, vous le racontez d'ailleurs dans votre livre Théorème vivant, par la plus haute distinction mathématique qui puisse être discernée.
Votre médaille Fields, monsieur Villani, vous ne l'avez décidément pas volée. Si des mathématiques, vous maîtrisez désormais le champ lexical, vous voulez maintenant élargir votre champ des possibles. Le livre prend alors une tournure différente, un virage à 90 degrés. Vous interrompez vos travaux de recherche progressivement pour mieux vous consacrer à ce que sont devenus vos deux engagements, la vulgarisation des mathématiques et la politique. C'est ainsi que le grand public vous découvre, fasciné par votre didactique et vos capacités à expliquer les mathématiques dans vos livres sans difficulté. Qui eût cru un jour que l'équation de Boltzmann ou l'amortissement Landau n'aurait pour vous et moi plus aucun secret ? Mais que deviendrait cette nouvelle éloquence sans une mise au service de la politique et de la France ? En 2014, vous présidez le comité de soutien de votre désormais rivale, Madame Anne Hidalgo, pour les élections municipales. En 2015, vous vous engagez dans l'organisation de l'exposition universelle aux côtés de Philippe Houzé, personnage bien connu à l'ESCP pour sa polémique autour d'un certain violet. Qu'importe, des noms et des couleurs, il ne faut de toute façon pas discuter. Enfin bref, en 2017, Cédric Villani se met en marche et se présente dans l'Essonne comme député. À la surprise générale, le mathématicien l'emporte et fait son entrée à l'Assemblée nationale. Puis, sans hésitation, il profite de la puissance d'En Marche pour se faire un nom, puis s'engage dans la course à l'hôtel de ville. Au programme, entre autres, pour celui qui se revendique comme le futur premier maire écologiste, déplacement de campagne en Uber et fluidification de la circulation en utilisant la modélisation mathématique. Et même si pour la commission d'investiture de La République En Marche, il perd sévèrement, cela ne l'empêche pas de persévérer, de tout de même se présenter, tentant le tout pour le tout. Après tout, il l'a lui-même dit, pour Paris, j'irai jusqu'au bout. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le grand parcours de ce père aux ambitions de maire, il est temps pour moi de refermer le livre et de laisser place au débat. Ainsi se termine ce résumé non exhaustif que vous aurez, monsieur Villani, tout le plaisir de commenter ensuite. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir, monsieur Villani. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Souhaitez-vous réagir au portrait d'Anaëlle ? Un portrait plein d'humour, pétillant, qui m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs. Elle l'a dit, vous êtes lauréat de la médaille Fields, ancien directeur de l'Institut Henri Poincaré. Vous êtes donc un homme de science. Pensez-vous être taillé pour la politique ? Si je ne le pensais pas, je ne me serais pas lancé. Et je pense que vous ne m'auriez pas invité si vous pensiez que j'étais juste un objet politiquement inintéressant. Tout à fait. Bonne réponse. Merci. En tout cas, une chose est sûre, monsieur Villani, la politique, vous avez décidé de vous y lancer. Et de m'y plonger. De vous y plonger si vous préférez. Non investi par La République En Marche, vous arborez pour beaucoup l'étiquette d'un candidat dissident. Vous y préférez le terme de candidat en liberté ou de candidat indépendant. Pourquoi, monsieur Villani, avoir tout de même fait ce choix de vous présenter à la mairie de Paris ? Je me présente à la mairie de Paris parce que je suis convaincu que je porte le bon projet, le bon positionnement politique. Paris a besoin de liberté. La liberté, le fait de ne pas être dépendant d'un appareil politique vous donne plus de crédibilité, plus de possibilités de rassemblement. C'est le gage que vous mettez aussi l'intérêt de Paris au-dessus des intérêts partisans. Et puis parce que j'ai travaillé avec mon équipe sur un projet pour Paris, projet éco-progressiste, projet qui met l'écologie au cœur de l'aventure et qui travaille en particulier sur le Grand Paris, la démocratie, l'éducation. Très bien, merci beaucoup. Nous reviendrons sur des thèmes comme celui de l'écologie. On va revenir sur tout ça, j'imagine, bien sûr. Bien évidemment. Mais avant toute chose, n'avez-vous pas peur, en confirmant donc, cette participation aux élections donc, à la mairie de Paris, si débâcle de La République En Marche venait à y avoir, n'avez-vous pas peur donc, de constituer la source principale de cette potentielle débâcle ? Imaginons que Madame Hidalgo vienne à être élue, beaucoup de personnes vous vont culpabiliser, vous diront que vous êtes la personne qui a causé donc, cette débâcle de La République En Marche. Le but, c'est surtout d'être la personne qui apporte le bon projet pour Paris. Voilà. J'entends bien. Merci, monsieur.
Dans votre campagne, on retrouve de nombreuses similitudes avec celle d'Emmanuel Macron pour la présidentielle en 2017, notamment les mêmes éléments de langage. Vous n'êtes pas contre les choses, mais pour. Vous souhaitez rassembler la gauche, la droite, les écologistes. Vous êtes sans étiquette. Ne seriez-vous pas en train de reproduire la démarche d'Emmanuel Macron, lui qui avait tué son père en politique? Quel serait mon père? Emmanuel Macron. Ouais, j'ai bien dit. Je ne suis pas en rébellion contre le président, le gouvernement. Ici, il s'agit d'être pour un projet parisien. Vous voyez qu'il y a une certaine cohérence. Si je me suis engagé en 2017 dans En Marche, c'était précisément parce que je souhaitais m'engager dans un projet politique qui parle d'avenir, qui soit en dépassement des clivages, qui voit les choses en grand et dans l'avenir, et en particulier l'idéal européen. Europe a été mon engagement politique bien avant En Marche. Dès 2010, on reviendra là-dessus. Dans le dernier sondage IFOP, vous êtes classé 5e dans les intentions de vote, donc derrière notamment Anne Hidalgo et Benjamin Griveaux. Comptez-vous sur un abandon de Benjamin Griveaux pour incarner une alternative face à Madame Hidalgo? Je crois que je dois surtout compter sur mes forces, la façon dont nous allons convaincre, et ce que disent les sondages, vous voyez bien, c'est un éparpillement bien plus grand que tout ce qu'on n'a jamais vu auparavant en municipal, avec 5 candidats qui se retrouvent en gros entre 10 et 20% des voix, et une élection qui s'annonce d'une très grande complexité. Quelles sont vos forces, M. Villani? Si jamais vous deviez les résumer assez brièvement, quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? On sait que vous êtes un candidat assez original, qui ne vient pas, donc, qui n'a pas un passé de politicien. Mais quelles sont vos forces principales? Déjà en ça veut dire que je n'ai pas passé des années et ma carrière à attaquer les uns ou les autres. Ça veut dire aussi qu'il y a l'indépendance, qu'on confère le fait d'être sous les ordres d'aucun appareil politique. Également le fait d'avoir travaillé sur des sujets d'avenir très importants pour Paris. Je parlais d'éducation qui sera majeure. Le fait d'avoir un regard scientifique aujourd'hui en politique pour des choses aussi importantes que l'écologie, bien sûr. On sait que l'écologie, l'enjeu écologique, tout le monde sait maintenant que c'est un enjeu de première importance. Et la grande question maintenant, c'est plus de convaincre, c'est de réaliser les choses. Ça veut dire le faire avec rigueur, le faire en mettant tous les acteurs autour de la table, en inspirant confiance et en regardant vers l'avenir. La rigueur, le regard vers l'avenir, ça a été ma carrière de chercheur et c'est aussi dans mon engagement politique. Merci. À vous écouter, on dirait presque que vous n'êtes plus affilié au Parti de la République En Marche. Est-ce que je me trompe? J'en suis toujours membre, mais j'ai demandé ni à rester ni à sortir. Il ne vous aura pas échappé que je n'ai pas vraiment suivi les règles. Et ma candidature se déroule sans soutien, ni financier, ni moral, ni sans aucune... se déroule de façon indépendante. Et d'ailleurs, dans les sondages que vous évoquez, je suis testé en candidat indépendant, juste sous l'étiquette du slogan de campagne « Vivons Paris ». D'ailleurs, on va aborder les thèmes importants pour Paris, notamment celui du logement. Les loyers ne cessent d'augmenter à tel point que les classes moyennes se voient contraintes de quitter Paris à cause du phénomène de gentrification notamment. Que proposez-vous pour remédier à cette situation? On voit que vous n'avez pas choisi votre premier thème au hasard. Pas du tout. Et comme on sait bien, le logement, c'est l'un des thèmes les plus clés par rapport à Paris. C'est aussi l'un des thèmes qui sont réellement les plus complexes et celui sur lesquels les experts s'opposent les uns les autres en parlant de telle ou telle solution. On va dire qu'il n'y a aucune solution miracle pour le logement, pas de baguette magique. Quiconque vous prétend le contraire fait de la démagogie. Ça demande une action, un ensemble d'actions concertées le logement. De façon non exhaustive, ça impliquera le fait de découpler le foncier du bâti, comme ça vient d'être réalisé d'ailleurs et annoncé par la ville de Paris sur un certain nombre de logements. Ça impliquera le fait d'avoir l'encadrement des loyers. Ça impliquera le fait de travailler en collaboration avec les communes voisines et à l'échelle du Grand Paris pour répondre à l'offre du logement en tenant compte d'un Paris où tout est bâti. Ça demandera aussi une évolution de la fiscalité, ça demandera aussi des incitations pour inciter les propriétaires de logements vacants à louer. Les réserves de logement, il n'y a pas 36, les réserves de logement dans Paris.
il y a ce qui peut se faire en couronne, il y a ce qui peut se faire avec les logements vacants. 240 000, c'est le nombre total de logements vacants et de résidences secondaires à Paris, c'est juste énorme, un sixième du parc. Il y a ce qui peut se faire en mieux régulant Airbnb. Et voilà. Merci beaucoup. Et il faut jouer sur tous ces facteurs. Et bon sang, c'est tout un ensemble de mesures à prendre. Vous n'êtes pas satisfait par la réponse? Ça me va très bien. Ah ben c'est bien. Je vous remercie. Second thème, donc au cœur de l'actualité, on vient de parler du logement. Vous avez accordé une interview à Quotidien il y a de cela quelques jours. Interview lors de laquelle vous avez notamment été confronté au thème de l'autisme, sur lequel vous avez été questionné directement. Sans revenir directement sur la question donc, de Quotidien, comment vous, maire de Paris, feriez pour inclure davantage les personnes neuroatypiques dans le quotidien d'une ville comme Paris, en sachant notamment qu'aujourd'hui, le taux d'employabilité, le taux d'emploi donc, des personnes neuroatypiques est très faible, particulièrement à Paris. Je vais dire, avant de répondre à la question, que le sujet des neuroatypiques et le sujet de la différence en général m'a toujours passionné à titre personnel. Je suis président d'association, l'association Musaïque, fondée par Patrice Moulet. C'est un artiste qui fabrique des outils, des instruments de musique extraordinaires, avec comme but l'expérimentation musicale et comme but aussi l'inclusion. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés par toutes sortes de personnes handicapées, travailler avec des autismes, travailler avec du polyhandicap, et en gardant bien en tête que l'inclusion, c'est pas seulement donner aux personnes en situation de handicap les moyens de vivre, l'accès à tout ce qui est les façons de vivre, c'est aussi leur donner des moyens de créer, de s'impliquer, de s'engager, de donner, et ainsi de suite. Et dans le cadre de l'inclusion aussi, le fait de donner un emploi, le fait de permettre de réaliser. Ici, c'est un travail qui s'effectue, comme beaucoup, dans la coopération entre la ville, l'État et les associations. Et c'est un travail dans lequel le plus important pour le maire, c'est d'avoir une impulsion politique résolue. C'est une grande cause, c'est quelque chose que nous devons faire, réaliser bien sûr en donnant l'exemple dans les personnels de la ville de Paris, mais aussi en insistant sur le fait que dans Paris, on a le devoir de travailler sur l'inclusion encore plus qu'ailleurs. Bien sûr, mais très concrètement, est-ce que vous avez des mesures, est-ce que vous avez des idées très concrètes pour permettre aux personnes qui sont neuroatypiques aujourd'hui d'avoir un espoir, possiblement de voter pour vous uniquement? Voilà, attention, on n'est pas là, en tout cas quand on donne un programme, il ne s'agit pas de dire, voilà, ici on fait telle ou telle chose pour impliquer. Comme on sait bien, sur tous ces sujets, le relais avec les associations est fondamental. Une association, avec son travail d'engagement sur le terrain, c'est toujours plus précis que n'importe quelle administration pour trouver quelle est la bonne solution à employer et à adapter au profil de chacun. Et on sait bien qu'un certain nombre de neuroatypiques feront merveille dans telle ou telle tâche, certains pour du code, certains pour, avec une grande sensibilité pour des tâches variées, et se mettre en relation avec ces associations. Il y avait ça arrive qu'on ait des salons sur l'autisme, comme on voit bien, toutes sortes d'initiatives dans lesquelles on met en avant toutes ces initiatives. Et c'est pas à la puissance publique de décider. Il va y avoir tel service, tel quota, enfin, donner des objectifs, oui, mais pour ce qui est de détecter, pour ce qui est de mettre les bonnes personnes en face de la bonne tâche, les associations vont être les meilleurs relais, les plus adaptés, ceux qui sont au contact. Je vous remercie. Et donc, on favorise les associations, on leur donne des moyens, des subventions, on les met en contact, on fait vivre un écosystème. Je vous remercie. Un autre thème qu'on a abordé assez brièvement, donc, sur lequel on va revenir désormais, vous affirmez, et vous avez affirmé à de nombreuses reprises, que vous souhaitiez devenir le premier véritable maire écologiste de la ville de Paris. Très concrètement, quelles mesures proposez-vous pour faire de Paris une ville plus verte? Allez-vous continuer notamment cette guerre contre les voitures que Madame Hidalgo s'évertue à mener depuis plusieurs années? L'écologie, le mot de guerre n'est pas le bon. Si on se met à se lancer dans une guerre contre les voitures, c'est que déjà on monte les gens les uns contre les autres. En revanche, il y a un objectif partagé qui est de réduire la place de la voiture individuelle dans la ville.
Et l'écologie, ça va être tout un ensemble d'actions qui viseront à mieux coordonner, à avoir des rapports plus fluides entre les humains, entre humains et nature. Ça va être tout un ensemble d'actions. Il y a des actions sur la mobilité, oui. Il va falloir travailler sur l'autopartage, travailler sur la fluidité. Par exemple, tout ce qu'on pourra faire pour remplacer les voitures par des deux roues, des scooters électriques, des meilleures facilités pour la circulation vélo, pour la circulation pour la marche à pied, ça va jouer un rôle important. Tout ce qu'on fera pour les circuits courts, dans les cantines, participera à améliorer l'empreinte écologique de la ville. Tout ce qu'on fera aussi pour les rénovations thermiques, fondamentales, et sur lesquelles on va beaucoup trop lentement, participera à améliorer l'écologie, et ainsi de suite. Je disais, dans l'écologie, la bataille des cœurs est gagnée. Personne ne dispute plus le fait que ce soit quelque chose d'important, l'écologie, qu'il faut plus de fluidité, plus d'espace, plus de végétalisation. La grande bataille à mener, c'est celle de l'action efficace. Quand vous regardez sur la mandature actuelle, le taux de réalisation des pistes cyclables, c'est même pas la moitié par rapport à ce qui était annoncé. Quand vous regardez la façon dont les cantines se sont mises au circuit court, à l'alimentation bio, c'est très très variable d'un arrondissement à l'autre. Le 5e arrondissement est en pointe, et ça ne s'est pas généralisé. Il y a encore des arrondissements dans lesquels on n'est pas du tout à niveau, et ainsi de suite. C'est vraiment un enjeu d'action, de mise en œuvre, dans lequel la méthode sera capitale. J'aime bien parler de méthode. Ma formule des 4D, diagnostic. Vous ne faites pas d'écologie sans avoir des données sur lesquelles vous appuyez, sans dire voilà, on va diminuer de tant de pourcents, et puis on a un plan avec telle et telle année, voilà ce qui va se faire. Décloisonnement, mettant tous les acteurs autour de la table. Et par exemple, pour l'écologie, c'est à la fois des questions économiques, des questions qui viennent des sciences de la vie à la terre, des questions qui viennent des sciences de la démocratie, parce que si vous loupez l'étape du dialogue démocratique, vous loupez la mise en œuvre de votre plan de transition écologique. On le voit dans l'actualité, ce genre de choses. Un D comme débat, justement, et un D comme décision. Merci. Monsieur Villani, toujours sur l'écologie, le chapitre 19 de votre dernier livre s'intitule « Terriens en détresse ». Le titre est parlant. Les engagements du président pour la planète ont été limités. On l'a vu notamment avec la démission de Nicolas Hulot. Selon vous, quel bilan peut-on tirer de la gestion de la crise écologique faite par le gouvernement ou de la non-gestion Après la démission de Nicolas Hulot, je faisais partie des quelques députés qui, à l'Assemblée nationale, ont fondé ce collectif. Accélérons. Un objet politique non identifié, comme ça a été qualifié à l'époque, et que j'ai dû défendre personnellement devant les autorités du groupe La République En Marche, et dans lequel on se mettait ensemble entre députés de tous les bords, tous sauf la France Insoumise, qui a refusé de participer, pour justement accélérer la transition écologique et solidaire. Le groupe a été piloté, le fondateur principal était Mathieu Orphelin, il est toujours, et c'était un groupe qui disait, voilà, il faut aller plus vite. Et ça reste la ligne sur laquelle nous sommes, toujours à pousser. Par exemple, il n'y a pas longtemps, quand il y avait cette polémique sur les questions d'huile de palme et de l'amendement qui redonnait certains avantages à l'huile de palme, les membres du collectif ont été en première ligne pour protester et obtenir que l'amendement soit revoté à l'Assemblée nationale. Je vais parler de quelque chose qui est très intéressant, aussi bien du point de vue écologique que du point de vue démocratique, c'est la Convention citoyenne, mise en place par le gouvernement en sortie de Gilets jaunes. Une façon de dire, les choix sont tellement importants et doivent se faire avec tellement d'indépendance qu'on va carrément le mettre dans le champ de la représentation citoyenne. Tiré au hasard. Le thème du tirage au sort, le thème des citoyens, du groupe de la Convention citoyenne, qui est éclairé par les débats et à qui on pose des questions, à qui on demande de faire un agenda, arrive à faire une feuille de route indépendante. Ce thème est important et on le retrouve d'ailleurs dans mon programme parisien. Dans vos listes des chefs de file pour les arrondissements, on a vu qu'une personne sur 5 de la liste peut être tirée au sort et pour impliquer les citoyens dans votre campagne. Est-ce que vous êtes inspiré du grand débat
pour cette idée? Est-ce une volonté de votre part ou une stratégie politique? Ce que vous appelez stratégie politique. Pour redonner le pouvoir aux citoyens. Redonner le pouvoir aux citoyens, voilà, exactement, j'aime ça. Tirage au sort, ça renoue avec une très ancienne tradition. Les premières démocraties étaient fondées sur le tirage au sort. Et d'ailleurs, si on s'est mis à l'élection au XVIIIe siècle, c'est pas dans un but de démocratie, c'est dans le but d'avoir un geste actif du citoyen pour sceller un contrat social entre les gouvernés et les gouvernants. Alors, tirage au sort, ça renoue avec un idéal ancien, ça donne plus de représentativité, plus de mélange des idées, plus de confrontation, et ça permet de renouveler. Il y a des personnes qui veulent bien s'engager en politique, mais qui n'ont pas envie d'aller dans le système des partis, qui ne savent pas comment on se lance. C'est l'occasion. Et vous me donnez là l'occasion justement de faire la publicité auprès de cette assemblée pleine de potentiel tiré au sort. Mes chers amis, vous avez envie de rejoindre un projet politique d'avenir pour Paris, d'y apporter votre contribution, inscrivez-vous sur les listes de tirage au sort. De mémoire, candidater.cédricvillani.paris. Vous ne le regretterez pas. C'est votre chance de pouvoir vous retrouver en position d'acteur au Conseil de Paris, au Conseil d'arrondissement, et ce sera une expérience de vie politique comme vous ne pouvez pas imaginer mieux. Tant que vous parlez des chefs de file, j'en profite pour saluer Bouchra, ici, au second rang, qui est ma chef de file dans le 11e arrondissement, militante extraordinairement dévouée. Voilà, Bouchra, oui. Et qui montre bien qu'on peut s'engager quand on est jeune, plein d'énergie, avec les idées larges. Bravo! On va revenir sur un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est l'Europe. Vous dites que c'est un des marqueurs les plus profonds des marcheurs, des macronistes, comme vous voulez. Et c'était mon premier engagement politique dès 2010, avec la médaille Fields en poche, en avant. Il fallait faire quelque chose de ma vie. L'engagement politique, ça a été au service de l'Europe dans les think tanks et les groupes de réflexion fédéralistes. Et le gouvernement semble également avoir été en difficulté sur ce sujet, au vu des résultats peut-être décevants aux élections européennes. Qu'en pensez-vous et comment faire pour que les jeunes s'engagent pour l'Europe? Vous parlez de résultats décevants. Je pense que beaucoup de monde était persuadé, y compris tous les instituts de sondage, étaient persuadés que les résultats seraient bien pires pour le gouvernement, pour la liste Renaissance. Et vous parlez de résultats décevants à l'Europe. Je vous rappelle que la participation, pour la première fois depuis peut-être 20 ans, était en hausse. Avec une forte participation des jeunes, avec un fort vote écolo, qui sont deux excellentes nouvelles pour l'Europe. De résultats décevants pour la République en marche, parce que les écologistes, on a pu voir qu'ils ont plutôt rencontré un succès important. Je ne suis pas porte-parole de la République en marche, ni de Renaissance, mais honnêtement, les résultats ont été bien meilleurs que ce qu'attendaient aussi bien les politiques que les sondeurs. L'écart était quoi, moins d'un point avec le Rassemblement national. Franchement, les derniers jours avant, des estimations circulaient. Certains pensaient 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Les sondages et les prédictions sont passés par toutes les couleurs. Et finalement, moins d'un point, c'était un résultat inespéré par rapport à la donne. Vous qui êtes mathématicien, faites-vous confiance, avez-vous confiance dans les sondages? Force est de constater qu'ils n'ont pas été brillants dans les dernières élections, ces dernières années. À partir du moment où ils n'ont pas prévu le Brexit, pas prévu Trump, vous pouvez vous poser des questions. Et puis là aussi sur les élections européennes. Je reviens sur ce que j'ai dit à l'instant sur les élections européennes. N'allez pas croire que ce que je dis là par rapport au score de la République en marche, par rapport aux élections européennes, c'est du triomphalisme. C'est juste dire, par rapport aux prédictions, les résultats étaient bien moins mauvais que ce qui était attendu. Maintenant,
que le Rassemblement national arrive en tête aux élections européennes, parti qui n'est pas spécialement ami de l'Europe, c'est dramatique. C'est d'ailleurs donc ce même gouvernement qui, lors de votre arrivée en 2017 en tant que député de l'Essonne, vous a mandaté donc d'une mission sur l'intelligence artificielle, un thème qui vous est cher. Comment aujourd'hui faire pour que la France, et plus généralement l'Europe, redevienne une zone plus attractive pour les investissements, notamment dans l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, seulement 1/10 des investissements mondiaux donc, en intelligence artificielle sont faits en Europe. Redorer le blason de l'Europe et l'attractivité pour l'intelligence artificielle. Toute une affaire. Premièrement, bien garder en tête, pour la recherche en intelligence artificielle, il y a tout ce qu'on veut en Europe. Il y a tout ce qu'on veut en Europe. Ça veut dire des chercheurs d'excellent niveau, tout un écosystème de start-up qui est remarquable, des laboratoires en informatique théorique, en mathématiques, qui sont au meilleur niveau mondial. Ensuite, faire le constat que sur les questions de développement économique, nous ne sommes pas au niveau. Pour ce qui est des investissements, pour ce qui est de donner des bonnes conditions de travail à nos chercheurs et à nos équipes, des bons salaires, nous n'y sommes pas. Le rapport que je présentais préconisait tout un plan. Là encore, c'est comme pour le logement, où c'est peut-être encore pire, c'est pas quelque chose que vous résumez en 3 mesures. Mais il y avait tout un ensemble de dispositifs pour faciliter les expérimentations, pour redonner plus d'impact et plus de fierté aux carrières de chercheurs, pour favoriser des actions à l'échelle européenne avec des réseaux de chercheurs, avec un programme communautaire pour la mise à disposition de moyens de calcul, pour la mise en place de grands défis, la mise en place de comités d'éthique qui permettent de rassurer et de faire accepter par la société et de discuter avec la société de la façon dont on met en œuvre les questions d'intelligence artificielle, des programmes pour augmenter le nombre d'étudiants, et ainsi de suite. Je vais dire que le plan qui a été mis en place dans la foulée de mon rapport sur l'intelligence artificielle, il a bien fonctionné sur les questions institutionnelles, mise en place de comités d'éthique, développement des instituts de recherche interdisciplinaires. Il a bien fonctionné sur la mise en place de réseaux européens et sur les moyens de calcul dans une certaine mesure. Il a beaucoup plus mal fonctionné pour ce qui est des changements culturels, pour ce qui est de la façon dont le débat public s'approprie l'intelligence artificielle, et beaucoup moins bien fonctionné pour ce qui est de la transition au niveau des écoles. Vous me dites, je suis curieux de savoir d'ailleurs ce que vous faites ici à l'ESCP en matière d'IA. Chose qui est sûre, n'attendez pas grand-chose. N'attendez pas que le gouvernement vous donne des instructions, sinon vous êtes foutus. D'une part, un gouvernement, c'est lent à mettre en œuvre des solutions au niveau de l'éducation. Ensuite, les écoles, les institutions d'enseignement supérieur acceptent très mal de se faire dicter leur conduite par en haut. Il faut que ça vienne de l'école elle-même. Avec les mots-clés, il faut de l'expérimentation, il faut du partage de compétences, très interdisciplinaire, l'IA. Et il faut bien avoir en tête comment on va faire entendre sa voix, tirer parti de ses forces, travailler sur la souveraineté, à l'échelle de l'école, à l'échelle de la ville, à l'échelle de la nation, à l'échelle du continent. Vous êtes une école européenne. Vous devez encore plus que les autres travailler sur cette question européenne, mettre en place des échanges avec des institutions qui s'occupent d'intelligence artificielle au niveau européen, mettre en place des formations interdisciplinaires, des projets où les gens se retrouvent ensemble physiquement avec pour mission de développer des logiciels sur tel ou tel sujet, mettre en œuvre les expérimentations. Et surtout, n'attendez pas qu'on vous donne l'instruction d'en haut. Ça ne viendra pas. Pas à temps. Et justement, peut-on imaginer une Europe qui lutte de façon réaliste avec des puissances comme la Chine et comme les États-Unis sur le thème de l'intelligence artificielle? Peut-on l'imaginer dans les années qui viennent? On peut l'imaginer d'abord parce que la Commission européenne s'est saisie de l'enjeu. Et maintenant, on voit une commission qui a les compétences, alors qu'il y a quelques années, elle était juste dépassée là-dessus. On peut l'imaginer aussi quand on voit que les pays de l'Europe ont pris la mesure des enjeux et se lancent là-dedans. Pour ce qui est de travailler ensemble, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Ça a été une de mes prises de conscience quand je suis allé au
au grand raout allemand de présentation de stratégie intelligence artificielle allemande, et que je me suis rendu compte que l'aspect de la coopération internationale était vraiment secondaire, et que c'était surtout une stratégie de développement économique pour l'industrie allemande. Et où le rapport que j'ai fait au gouvernement, ça a été clair, les amis, il faut vraiment se lancer dans de la coopération entre la France et l'Allemagne, en allant les voir sur place, en discutant, en allant voir toutes les institutions, en se retrouvant dans les conventions, dans les colloques, en discutant avec le gouvernement pour mettre en place de la confiance réciproque et des actions communes. Ça veut dire des colloques communs, des opérations où se rencontrent les dirigeants des différentes entreprises, etc. Gros changement culturel. Entreprises de l'automobile française et les entreprises d'automobile allemandes sont concurrents depuis des lustres. Comment est-ce qu'elles vont mettre leurs forces en commun pour le développement de la voiture autonome? Gros changement culturel à mettre en œuvre. Et parfois, M. Altmaier, le ministre de l'économie allemande, insistait sur cette idée d'un Airbus de l'intelligence artificielle. C'était vraiment cette idée d'unir les forces économiques de part et d'autre à travers des projets communs, des discussions communes. Et ça passe aussi par un changement culturel. Je vous remercie. La France est confrontée au problème de la fuite des cerveaux. Comment faire justement pour retenir nos scientifiques les plus brillants et nos chercheurs en règle générale, pour éviter qu'ils partent aux États-Unis, là où les conditions matérielles sont meilleures, qu'ils participent justement aux recherches sur l'intelligence artificielle et bien d'autres sujets. D'abord, c'est bien s'ils partent, à condition qu'ils reviennent. On se construit dans l'enseignement supérieur et la recherche en aller-retour et de façon internationale, toujours. Évidemment, s'ils partent sans retour, tous, c'est très mauvais. Il y a un danger encore plus délicat à affronter aujourd'hui, c'est celui de ceux qui partent tout en restant, c'est-à-dire qui passent sous pavillon américain, tout en restant à Paris, tout en restant en France. J'en ai vu plein, dans mes anciens élèves, dans mes anciens collègues, même dans mon équipe qui a travaillé sur le rapport pour l'intelligence artificielle. S'ils partent, c'est d'abord pour des questions de salaire qui sont sans comparaison, mais ce n'est pas d'habitude la raison numéro un. Ils partent d'abord parce qu'on leur donne plus de moyens d'action, plus de facilité de calcul. Là, ça change tout. Le calcul pour lequel ils devaient se mettre sur une liste d'attente, attendre une semaine avant de le réaliser sur un gros calculateur, là, ils le réalisent en quelques minutes sur les moyens qui sont mis à disposition par les très grands groupes, les Google, Facebook et autres. On a besoin de leur donner des moyens de calcul. On a besoin de les décharger, de leur donner de l'assistance. On a besoin de leur donner des équipes et de leur confier des missions. Par exemple, des commandes publiques, des projets de mise en œuvre du changement. Comme on sait bien, pour retenir les gens, on peut leur offrir plus de choses. On peut aussi leur donner la possibilité de s'engager davantage. Je l'ai connu, si je suis resté en France et à m'embêter en politique, c'est bien parce que je crois que je peux y être utile. Sinon, ça serait tellement plus facile, la carrière de chercheur international, le poste dans une grande université américaine, payer beaucoup plus, avec beaucoup moins de complications dans ma vie. Mais il y a l'engagement. C'est pareil pour beaucoup de ces brillants chercheurs qu'on doit retenir. Au-delà de la recherche, vous parlez également de l'enseignement dans votre livre et du problème de l'éducation mathématique. Vous dites que nos écoliers sont en perdition. Selon vous, le classement de PISA vient de sortir et il n'est toujours pas brillant, n'est-ce pas? Comment réformer l'enseignement des mathématiques? Alors, j'ai travaillé sur ce sujet-là aussi. D'abord, ce n'est pas un sujet que vous résolvez en une minute et il n'y a aucune recette magique non plus. De très loin, la mesure la plus importante, et c'est ça qui est en train de se mettre en œuvre aussi, même si personne n'en parle, c'est la refonte de la formation des enseignants. De très loin. Et le triptyque correspondant au rapport qu'on avait remis il y a 1 an et demi, je pense maintenant, au ministre Jean-Michel Blanquer, avec Charles Torossian, inspecteur général en mathématiques, c'était refonte de la formation des enseignants, en particulier sur le primaire, qui est l'échelon où ça se joue le plus, là où il y a le plus d'impact.
C'était refonte des équilibres dans le cours de mathématiques, le bon dosage entre calcul et théorie, entre manipulation, concept et abstrait, les bons dosages. Et puis, tout le travail sur le périscolaire, les clubs, les jeux, les clubs d'informatique, le mathématique qui vient avec les échecs, avec le Go, avec le tricot, avec tout ce que vous voulez. Il y en a des centaines et des centaines des associations, des clubs, des occasions d'ouvrir le jeu en termes d'enseignement mathématique avec des associations, avec des clubs. Et des mesures qu'on avait mises sur la table avec Charles Torossian qui sont aussi en train de se mettre en œuvre. Par exemple, la mise en place de clubs de mathématiques, la mise en place d'actions par rapport au calcul, la refonte qui est en cours de la formation des enseignants. Alors, avant de refaire la formation des enseignants, il faut commencer par trouver les formateurs, former les formateurs, vous les recrutez dans toutes les circonscriptions académiques, etc., etc. Travail de longue haleine extraordinairement important. L'enseignement des mathématiques est-il si terrible en France? On a quand même lauréat de la médaille Fields ici. Mathématiques en France, d'abord, la France est un grand pays de mathématiques, tradition qui a au moins 300 ans et qui ne s'est jamais démentie. Et ça reste un pays vedette par rapport non seulement à la recherche mathématique, mais aussi par rapport à la didactique mathématique. Pays vedette sur la scène internationale. En revanche, par rapport aux résultats dans les écoles, les résultats sont très partagés, avec une moyenne qui s'effrite depuis des années, depuis 20 ans. Un pays qui a la pire moyenne de l'OCDE sur certains indicateurs, par exemple la maîtrise des fractions. Certains disent c'est bon signe, ça veut dire qu'on ne peut que remonter. Mais vraiment, on est au pire. Et derrière ce constat, des écarts énormes. La France est un des pays de l'OCDE qui ont le plus grand écart entre ceux qui se débrouillent le mieux et ceux qui se débrouillent le moins bien. C'est un pays où les résultats dans l'éducation sont très inégalitaires. Notre grand enjeu en termes de nation, et qui sera aussi au cœur de mon projet parisien, c'est la réduction des inégalités par l'éducation, dès le plus jeune âge. Ça passe par la formation, je disais, des enseignants, ça passe par une culture qui doit être dans l'encouragement autant que possible, ça passe par les bons dosages d'activités, ça passe par plein de choses. L'éducation, il n'y a pas plus dur, hein. Je me souviens d'une table ronde où on était avec Yann Lequin, la super vedette de l'intelligence artificielle française. On commentait le fait que ce soit si difficile de faire de l'IA adaptée à l'éducation, et on était d'accord l'un et l'autre. L'éducation, il n'y a juste pas plus dur. On se rapproche doucement, mais sûrement de la fin de cette première partie de l'interview. Deux petites dernières questions. On va revenir assez rapidement à votre tentative de conquête de la mairie de Paris. Quel rapport avez-vous avec la notoriété? Je sais que notamment dans votre bouquin, donc, vous évoquez très souvent que la notoriété est un fluide capital. Quel est votre rapport à la notoriété, M. Boyer? C'est tout simple. Si vous êtes politique sans notoriété, vous mourrez. C'est simple. C'est juste vital si vous êtes en politique. Sinon, vous n'avez aucune action possible. C'est aussi simple que ça. Et vous, personnellement, est-ce que être maire de Paris signifie avoir à possiblement gérer des situations très dures, dramatiques, notamment, je pense, au terrible attentat du Bataclan qui date de désormais plus de 4 ans. Vous vous sentez prêt, personnellement, notamment d'un niveau émotionnel, d'un point de vue émotionnel, à gérer une telle situation hypothétique? Les situations, je les gérerai. Avec sang-froid, avec les bonnes personnes de confiance. Sur la sécurité, ça ne vous a pas échappé que mon responsable sécurité dans mon équipe, c'est Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, parce que c'est un sujet sur lequel il faut la plus grande rigueur et dans la mise en œuvre, les personnes à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Vraiment, sujet sur lequel on ne peut tolérer aucun manquement. En guise de conclusion, si vous me permettez une question un petit peu plus philosophique, cette ambition, ce rêve de conquête donc de la mairie de Paris, n'est-ce pas finalement presque le parachèvement d'un rêve quasi platonicien qui ferait des scientifiques les gestionnaires privilégiés de la cité? Waouh, à l'ESCP, vous savez dire les choses de bien belle façon. Je vous remercie.
Je ne pense pas que ce soit aux scientifiques de gérer la cité. C'est aux scientifiques d'apporter leur contribution. Il y a des scientifiques qui sont des politiques calamiteux et d'autres qui se débrouillent bien en politique. On a l'exemple d'un Laplace, qui était ministre de l'Intérieur sous Napoléon, qui était l'un des quelques plus grands mathématiciens de France de son époque, qui se débrouillait tellement mal qu'il a été remercié après quelques semaines et dont Napoléon a dit il introduisait l'esprit de l'infiniment petit jusque dans l'administration. Et on a le contre-exemple, Napoléon lui-même, formation scientifique, membre de l'Académie des sciences, discutant avec les plus grands scientifiques de son temps, et qui clairement, alors on peut aimer ou pas aimer le bilan, mais un politique juste extraordinaire. Mais ce qui est sûr, c'est que la science a sa voix à faire entendre aujourd'hui en politique, dans un monde où, que ce soit sur les enjeux écologiques, sur toute l'action publique en général, on a besoin de faits, de diagnostics, on a besoin de s'appuyer sur les constats scientifiques. Vous avez vu l'actualité, il n'y a pas longtemps, c'était Notre-Dame de Paris qui brûlait, et tout de suite, appel aux scientifiques. J'ai eu une audition à l'Assemblée nationale sur ce thème, auprès de l'ARS, auprès de personnes qui font des modélisations par rapport au vent, par rapport au relevé. Et on a dû faire appel à la science tout de suite pour dire c'est quoi les taux de contamination, est-ce qu'il y a danger ou pas, comment est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions. Impossible de prendre les bonnes décisions si vous n'avez pas les données des scientifiques et si vous n'avez pas les bons réflexes. On a fait des auditions à l'Assemblée nationale. Quand je dis on, c'est l'Office parlementaire scientifique dont je suis vice-président. Et c'est au Parlement, c'est bicaméral, Assemblée et Sénat. On a fait des auditions sur des thèmes très variés. Politique vaccinale, sujet éminemment politique, éminemment scientifique. Sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, oui, sujet très très politique qu'on voit dans l'actualité, mais aussi un sujet très scientifique et qui combine toute une variété de sciences humaines et sociales et de sciences exactes. On a fait des auditions sur l'informatique quantique, c'est un sujet scientifique, ça sera un sujet politique quand il s'agira d'appuyer là-dessus la souveraineté, la résistance aux cyberattaques et tout ce que vous voulez. Et ainsi de suite. Il y a tellement d'enjeux politiques majeurs aujourd'hui qui se déclinent avec des enjeux scientifiques que les scientifiques ont le devoir d'être bien impliqués dans la vie de la cité. Merci. On va passer au Fast and Curious. Bonsoir Monsieur Villani. Alors maintenant on va passer au Fast and Curious, comme l'a dit Emma, à une partie un petit peu plus terre à terre de la conférence. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe de ce jeu. Ouais, j'ai déjà eu des trucs comme ça, mais allons-y. Celui-ci va être drôle. Alors ça commence relativement doucement. Mais si, convaincu. Brive-la-Gaillarde ou Paris? Il faut toujours être tourné vers l'avenir, donc Paris. Même si je ne renie en rien mes origines dans la belle Corrèze. Et que je me souviens toujours avec émotion des cochons et des vaches que je voyais depuis ma fenêtre, mon plus ancien souvenir. Je viens moi-même de Normandie, donc notre passé est proche. Ah oui, racontez. Alors, allez-y, racontez. Non, on n'est pas là pour parler de moi, mais... Mais si. Les vaches et les cochons... Qui ici, je suis curieux, on va faire le petit test. Qui dans la salle est né à Paris? Ah oui, vous êtes en minorité, les amis. C'est encore plus en minorité que... Oui, non, comme on sait, 1/3 seulement des Parisiens sont nés à Paris. Comme on dit, Paris, c'est pas une ville où on est, mais une ville où on renaît. Exactement. Ouah, j'en demandais pas tant, mais enfin, merci. Mathématiques ou politique? Il faut regarder toujours vers l'avenir. Et mon avenir est dans la politique, même si c'est la mathématique qui m'a amené, qui a été mon fil d'Ariane, qui m'a amené successivement à tout ce que vous avez décrit comme belles choses, comme être président d'association de bureau des élèves et directeur d'institut, et à voyager dans le monde entier, et à être président d'association, et à m'investir dans le handicap, etc., etc. Mais là, en ce moment,
c'est la politique, sans hésiter. Très bien. Un petit peu plus décalé maintenant. Oh là là, Identité remarquable ou identité vestimentaire? j'aime bien. Je vais prendre identité remarquable, D'accord. qui peut s'interpréter de bien des façons. On sait bien, identité remarquable, c'est par exemple A plus B au carré égale... Allez, plus fort, plus fort. Allez-y, quoi. A au carré plus... Voilà, alors et ceux qui disent A carré plus 2AB plus B carré, et ceux qui disent A carré plus B carré plus 2AB, les deux sont acceptables. Et ce sont des identités remarquables, et il y a évidemment le jeu de mots qui est possible, parce que toute la vie est faite aussi d'identités remarquables. Ça nous ramène d'ailleurs à ce que vous évoquiez sur la façon d'inclure les différences, la singularité et tout ça. Donc identité remarquable, c'est un très bon slogan pour bien des choses. Marine ou Donald? Oh là là. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Hein. Oh là 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 là. Alors là, vous y allez. Vous y allez et je vais prendre Marine. D'accord. Je vais prendre Marine parce que pour l'instant, son impact sur le monde est moins tragique. Bon sang, Donald. Oh là là, ça, enfin vraiment. Je me souviens d'il y a quelques années, cet article dans The Guardian apocalyptique qui disait voici les 10 catastrophes que vous allez subir dans les années qui viennent. Et alors, numéro 1, c'était Donald Trump. Et bon sang, quand on voit que les États-Unis sortirent de l'accord de Paris, quand on voit ce qui est en train de se faire aux États-Unis, quand on voit ces histoires de murs, mais quelque chose d'inouï, quoi. On se dit que là, c'est pas drôle, c'est tragique. Blaise Pascal ou Blaise Matuidi? En avant pour Blaise Pascal, avec lequel je suis plus familier. Très bien. Mais Blaise Matuidi, quelqu'un de très bien. La République en marche ou la République dissidente? C'est quoi la République dissidente? On va dire ni l'un ni l'autre, la République révolutionnaire. La République a besoin de révolution. Donc, vous aviez un joker, vous n'avez plus de joker. Attention. Oh là là. Benjamin ou Griveaux? Benjamin, je connais plein de Benjamins qui sont plein de gens charmants. Avec Hidalgo ou sans Hidalgo? Sans Hidalgo, parce que là, pour l'instant, ma candidature, elle se développe et elle se développera sans Hidalgo. Neymar ou Mbappé? Oh là là, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le meilleur expert en ce qui concerne le PSG. Mais allez, on va y aller pour Mbappé. Bar à chicha ou salon de thé? Vous savez que je fréquente l'un et l'autre. Enfin, ces temps-ci... Nous le savons. Ces temps-ci, plutôt les salons de thé que les bars à chicha. C'est un choix. Ascension ou conviction? Conviction. Parce qu'on ne fait rien sans conviction, que ce soit de l'ascension ou autre chose. Uber ou Tinder? C'est très parisien. Uber, parce que Uber, je l'ai pratiqué, alors que Tinder, je ne peux pas prétendre avoir vraiment d'expérience en la matière. Jeu de vilain ou jeu de villanie? Vous savez que c'est la même chose. Hein. Villani, étymologiquement, c'est le paysan, le vilain, celui qui travaille la terre. D'accord. Et donc, allons-y pour... Donc, en fait, vous m'avez mis 2 fois la même chose. D'accord. C'est pour moi, alors. Médaille Fields ou mairie de Paris? Il faut toujours regarder vers le futur. Et donc, la mairie de Paris. Merci beaucoup. On va désormais passer à la dernière partie de cette conférence, les questions du public. Bonsoir. Je suis content de pouvoir m'adresser à vous, Monsieur Villani. Merci. J'aimerais m'adresser aux candidats à la mairie de Paris. Je suis étudiant, j'habite Place de la République, et ce qui me heurte chaque matin, c'est de retrouver Place de la République des personnes qui sont justement exclues de cette République. Et
je parle des SDF en fait, des personnes qui sont invisibles et qui n'apparaissent certainement pas dans les sondages sur lesquels vous avez les yeux rivés. Ils sont 23% de plus que l'an passé, malgré l'annonce d'un plan zéro SDF annoncé par le gouvernement. Il y a de plus en plus donc de gens, d'hommes, de destins qui s'éteignent dans les rues de Paris, qui meurent de la rue, par la rue et dans la rue, pour citer le nom du collectif qui les recense. Et j'aimerais savoir, vous avez parlé de Airbnb, vous avez parlé du logement, des problèmes de logement. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est pour les personnes qui en ont justement le plus besoin. Si vous avez une position, vous, par rapport à ça, parce qu'il y a des associations qui luttent, et j'aimerais savoir si la mairie de Paris est justement prête à lutter également. Très bonne question, et je commence par vous rassurer. Pour ce qui est de rédiger le programme tel qu'il est en cours, pour ce qui est de travailler sur les écrits, sur la vision, sur le projet, et bon sang, comme on a des échéances à tenir, ça m'a pris un certain nombre de nuits blanches ces derniers temps. Pour ce qui est d'écrire tout ça, on a passé plus de temps, mon équipe et moi, les yeux rivés sur ce genre de statistiques que les yeux rivés sur les sondages. Et si dans le programme, et si dans les enjeux et dans les convictions, il n'y avait pas la lutte contre la grande exclusion, contre ceux qui sont en dehors de la République, on n'aurait pas vu quelqu'un comme Pierre Henry, le président de France Terre d'Asile, rejoindre ma campagne et prendre un poste de chef de file dans le 10e arrondissement. Donc c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. Je parlais tout à l'heure de ça, c'est un sujet sur lequel le triptyque ville, État, association est fondamental, et un sujet sur lequel il est plus important au niveau de la ville est d'affirmer une détermination et l'usage de tous les moyens. Oui, ça passera aussi par du logement, et à l'occasion par le fait d'utiliser certains logements sociaux pour l'accueil. Ça passera par les associations et des actions d'intégration, ça passera par des commodités, ça passera par des équipements, ça passera par les maraudes, ça passera par le travail des bénévoles. Ça passera par tout ça et on se fixera des objectifs très résolus. C'est juste pas normal que le nombre augmente, c'est scandaleux, et je m'engage à tout faire pour que le nombre diminue de façon drastique. Et si vous voulez, je ne sais pas si je vois à votre tête que vous attendez quelque chose, un engagement sur un nombre. Quand on dit 0, on sait bien que c'est quelque chose qui, à la fin des fins, on n'arrive jamais à 0. Mais l'engagement résolu de la diminution, engagement pris avec les associations, est majeur. Je vous le dis encore, je répète, s'il n'y avait pas ces convictions-là dans mon équipe et dans le programme, on n'aurait jamais eu un Pierre Henry qui accepterait de mettre sa réputation en jeu dans une élection politique. D'autres questions ? Bonsoir Monsieur Villani. Je m'appelle Raphaël, je suis étudiant à l'ESCP. C'est une question un peu plus personnelle. Vous avez passé 20 ans de votre vie à faire des mathématiques. Vous êtes allé tout en haut de la montagne, vous avez eu le Graal, la médaille Fields. J'imagine que c'est pas pour ça que vous avez arrêté. Alors qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit je vais m'engager en politique, je vais arrêter les mathématiques? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous avez changé totalement d'engagement? D'abord, le changement, il n'était pas total. Comme je vous l'ai expliqué, il y avait un engagement politique dès 2010 au service de l'Europe. Un engagement qui se traduisait par des prises de position publiques, par des organisations de colloques, par tout ce que vous voulez. Et d'une part, c'était quelque chose qui était dans l'ordre des choses, et d'autre part, il y a eu le coup du destin. C'est souvent comme ça dans la vie. C'était dans l'ordre des choses parce que je suis convaincu que le scientifique doit se mettre au service de la société et apporter sa pierre dans l'ouverture à la société. Et parce que j'ai donné plus de conférences sur ces sujets que n'importe qui d'autre au service du public. C'est une participation à la cohésion de la société que de faire des conférences partout. Vous parliez de grande exclusion il y a quelques instants. Je suis allé aussi donner des conférences dans les prisons. Ce sont des endroits où il est important que le lien social continue de s'exercer, où il est important que des enjeux culturels soient partagés.
Et donc, il y avait cette idée, le scientifique doit s'engager au service de la société. Et puis, comme j'étais convaincu aussi de mon expérience scientifique que l'avenir de la France se joue en Europe, que l'avenir de la France ne va pas se jouer dans les guerres habituelles entre la droite et la gauche, que l'avenir de la France va se jouer dans le décloisonnement, bien sûr, quand est arrivé En Marche, je me suis reconnu dans ces grands principes. Ça correspondait à ce pourquoi je militais déjà, et j'ai soutenu. Ça, c'était un engagement politique. Ce n'était pas un engagement politique aussi fort que celui de candidater à la députation. Pour candidater à la députation, comme je raconte dans mon bouquin, il a fallu un coup du destin. Peut-être que je me suis fait manipuler, c'est pas grave, à partir du moment où à la fin des fins, je suis dans le vrai. Et le coup du destin, c'était le fois où j'ai lu dans le journal, dans les news, que j'étais candidat. Ouais, je l'ai appris dans les news. Ça s'appelle une fake news. Alors, une fois que vous êtes politique, des fake news sur ce que vous dites, vous en voyez tous les jours, en gros. Mais à cette époque-là, je n'étais pas habitué. J'ai pas voulu démentir pour rien faire qui puisse aller contre les intérêts du mouvement. Peut-être qu'à quelques semaines du premier tour, ça aurait posé problème. Quand les copains de La République En Marche m'ont dit « Est-ce que tu veux qu'on publie un communiqué ?» Je dis « Non, non, laisse tomber, on va voir ce qui se passe. » Quand sont arrivés les grands messages de félicitations et d'encouragement, je me suis dit « Là, il y a peut-être quelque chose. » Et puis après, c'était parti. Et des fois, il ne faut pas trop réfléchir quand le train se présente à vous. Ça, je l'ai vécu un paquet de fois en sciences. Et il y a des fois, il faut se dire, allez, on y va, on profite de ça, et on met toutes ses forces là-dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Alors après, l'engagement pour la mairie de Paris, c'est autre chose. Celui-là, il était réfléchi, bien préparé, et correspondant à le fait que Paris, c'est la ville dans laquelle je me suis réveillé, dans laquelle je me suis découvert, dans laquelle je me suis épanoui, le fait que Paris a tellement de problèmes aujourd'hui qu'il faut arriver à régler, le fait qu'il y ait des problèmes qui vont de la circulation jusqu'à la réforme, la transformation au niveau de l'enseignement, au niveau de la démocratie, au niveau de l'exclusion et tout ce que vous voulez. Là, c'était quelque chose de très réfléchi. Mais l'engagement à la députation, s'il n'y avait pas eu cette fake news, vous ne me verriez pas en face de vous. Je n'aurais jamais candidaté député. Je dis toujours aux jeunes, quand ils demandent des conseils, en essayant de pas trop faire le vieux schnock, premier conseil, ne vous enfermez pas dans une case. Deuxième conseil, quand vous maîtrisez un truc, commencez à marcher vers l'étape suivante. Troisième conseil, laissez une part au hasard. Ça vous apportera toujours des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. Là, j'ai mis un froid, là. Bonjour Monsieur Villani. Comme vous l'avez dit, l'élection qui s'annonce, du moins elle s'annonce très serrée. Et dans ce cadre-là, il est peu probable qu'une liste parvienne à dégager une majorité claire. Avec quelle liste seriez-vous prêt à gouverner Paris? Et plus particulièrement, seriez-vous prêt à supporter la liste de Madame Hidalgo lors de sa possible gouvernance de Paris? Je crois que vous l'avez bien compris, il y a plein de listes aujourd'hui. J'accueille avec plaisir tous les soutiens qui seront prêts à se rallier à ma candidature base d'un projet qui fait sens. Mais on ne peut pas discuter de soutien, de ralliement à ce stade de la campagne, à un moment où on ne connaît pas encore tous les candidats, à un moment où on ne connaît pas encore tous les projets. Oh là oui, je vois à votre réponse que vous dites qu'il est en train d'esquiver et de faire son politicien. Non, mais c'est la réalité. On a aujourd'hui dans les sondages 5 listes ou 5 personnalités qui se retrouvent entre 10 et 20%. Comprenez bien qu'on est dans une situation où le plus important, là, aujourd'hui, c'est de se renforcer soi-même, travailler son projet. En plus, je ne sais pas si vous avez potassé, mais les élections à la mairie de Paris, c'est d'une complexité sans nom. C'est un suffrage indirect, comme les élections à la présidence américaine. Ça se fait en 3 temps. Il y a le premier tour
avec les élections dans les 17 arrondissements. Il y a le deuxième tour dans lequel on peut avoir des fusions entre le premier et le deuxième tour, une prime très forte à la fusion, parce que la liste qui arrive en tête, ne fût-ce que d'1%, récupère aussitôt la moitié des sièges qui sont distribués par l'arrondissement en bonus. Et puis il y a le troisième tour dans lequel l'élection se fait au sein des 163 conseillers de Paris. Et donc, comprenez bien, quand je vous dis, non, mais aujourd'hui, là, c'est pas une alliance avec telle ou telle liste que je suis en train de préparer, pas une alliance avec la liste Hidalgo, pas une alliance avec la liste Griveaux, pas une alliance avec la liste Dati. Ce que je suis en train de faire, c'est renforcer ma candidature. Monsieur Villani, dans un entretien au JDD en avril dernier, vous proposiez d'élargir les frontières de Paris Intramuros en intégrant en son sein donc, les communes limitrophes de la banlieue. Et je voudrais vous demander, avec plus de détails, comment est-ce que vous souhaitez concrétiser cette proposition sur le plan administratif? Est-ce que vous voulez que ces communes limitrophes deviennent des arrondissements, ou est-ce que vous voulez opter plus sur un modèle décentralisé anglo-saxon du Grand Paris? Merci. On arrive sur des questions d'organisation, de gouvernance qui sont importantes et sur lesquelles nous avons tellement traîné. Premièrement, on va replacer dans le contexte. Paris est tout petit. Paris, c'est même pas 100 km², c'est minuscule par rapport à toutes les grandes métropoles occidentales et c'est beaucoup trop petit par rapport aux enjeux. On a parlé d'embouteillage. Tant qu'on n'aura pas des actions communes entre Paris et la banlieue, on ne pourra pas résoudre le problème des embouteillages qui se joue en grande partie dans les trajectoires entre la banlieue et Paris. On parlait de grande exclusion. Tant qu'on n'aura pas des actions concertées entre Paris et la banlieue et une continuité d'action, on se retrouvera avec des situations indignes qu'on retrouve aux portes de Paris, comme on a pu voir, porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle. Et on n'aura pas non plus une action efficace pour l'insertion de la grande exclusion, qui ont vocation à être insérée de façon répartie à travers l'ensemble du territoire. On peut énumérer comme ça plein de sujets, des sujets sociaux, des sujets d'organisation de la voie publique, des sujets économiques, pour lesquels on a besoin de cette coordination entre Paris et la couronne qu'on appellera Grand Paris. Le Grand Paris, ça fait très longtemps qu'on en parle, très très longtemps, et aujourd'hui c'est une construction administrative très complexe, avec peu de sens politique, record du monde de millefeuilles administratifs, qu'on a le devoir de simplifier et de remettre en sens. Ça sera certainement l'une des tâches les plus importantes du prochain maire de Paris que de participer au débat concernant la construction de la métropole du Grand Paris et de mettre en débat la bonne formule pour cette métropole. Qu'est-ce que ça sera la bonne formule? Il ne faut pas arriver avec des convictions trop arrêtées, mais dans l'équation, si je puis dire, ma formule préférée, celle dont je rêve,